nous commençons tout de suite dans la première partie de Smart Bourse à tenter de décrypter ensemble l'actualité économique et financière. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être au téléphone avec Nadia Garbi, économiste chez Pictet Wealth Management. Bonjour Nadia Garbi. Bonjour. Bienvenue dans Smart Bourse, donc à distance. On va commencer ensemble par revenir sur la situation aux États-Unis. Alors, on a eu pas mal de statistiques cette semaine. On a eu le climat des affaires de la Fed de Dallas ou encore de Richmond qui montre du coup un recul de ces sentiments des affaires. On a eu également l'indicateur du Conference Board qui s'intéresse plus aux sentiments des consommateurs, qui là aussi est en recul. Et puis surtout, on a eu une contraction, une révision donc du PIB au premier trimestre 2022 aux États-Unis, avec une contraction un petit peu plus marquée que prévu, dans un contexte où banques centrales et opérateurs de marché se posent la question de savoir s'il y aura une récession ou quand il y aura une récession, même si celle-ci ne pourrait être que technique. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, Nadia Garbi, que la récession est en tout cas déjà dans les esprits, côté entreprise ou côté consommateur ? Alors, c'est vrai que la plupart des indicateurs conjoncturels pour le mois de juin ont été décevants, tant chez le consommateur que chez les entrepreneurs dans l'industrie et le service. Je dirais que ce qui est le plus inquiétant dans ces indicateurs, c'est si on regarde les sous-composantes et notamment les composantes attentes pour les prochains mois chez le consommateur américain qui baisse et qui montre vraiment un pessimisme qui gagne du terrain, notamment chez les consommateurs. On sait à quel point la consommation est importante aux États-Unis pour les perspectives futures. Donc, je dirais qu'effectivement, le risque de récession est dans toutes les têtes, non seulement chez les consommateurs américains, mais aussi chez la plupart des investisseurs. Maintenant, on doit distinguer une récession technique, comme vous le mentionniez, avec 2 trimestres de contraction du PIB consécutif qui est possible, et une récession au sens large où on verrait une baisse vraiment généralisée de la plupart des indicateurs. Et ce scénario, nous, on le voit plutôt en début d'année prochaine plus qu'en début de cette année ou en première partie de cette année. Donc, si je suis effectivement ce que vous nous dites, c'est qu'on aurait du coup les deux mécanismes, d'abord une récession technique et peut-être après un mécanisme un peu plus conséquent. Alors, je dirais qu'une récession technique est possible aux États-Unis, mais c'est lié plutôt à des facteurs un peu techniques, au stock, etc. Mais une récession au sens large, donc vraiment, vous voyez la plupart des indicateurs baisser fortement, c'est plutôt un scénario pour le début d'année prochaine qui serait dû essentiellement au resserrement des conditions financières. Alors, une question, Nadia Garbi, sur effectivement ces statistiques qu'on voit, ces indicateurs et l'effet qu'elles peuvent avoir du coup sur les opérateurs de marché, sur les entreprises ou sur les consommateurs. Est-ce que, à force de l'évoquer, de la promettre, cette récession, de la voir, de pointer le bout de son nez, si je puis dire, dans les chiffres, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet autoréalisateur ? C'est vrai que plus on parle de récession, plus effectivement on peut voir un pessimisme qui gagne un peu le terrain chez les consommateurs et chez les investisseurs. On peut aussi voir un peu de prudence chez les entrepreneurs. Effectivement, on peut être plus prudent, notamment sur les investissements. Donc effectivement, c'est un risque qui n'est pas négligeable et qu'il faut effectivement surveiller, notamment avec la publication de ces indicateurs au fil des mois qui viennent. Alors, autre sujet, Nadia Garbi, mais en lien évidemment avec ce sujet récession qui inquiète du fait que les banques centrales augmentent leurs taux pour elles-mêmes lutter contre l'inflation. En ce moment se tient du coup, ou en tout cas, on a pu entendre hier Christine Lagarde et Jérôme Powell qui se sont exprimés lors du forum annuel de la BCE à Sintra. Et alors, il y a eu deux choses qui ont été dites. D'abord, Jérôme Powell qui a exprimé que l'économie américaine reste résiliente, mais qui est quand même alerté sur le fait qu'un redécoupage du monde en camps géopolitiques, je cite, et économique, signifierait une moindre productivité, mais surtout une croissance plus faible. C'est effectivement un peu ce qu'on voit se dessiner. Est-ce qu'il faut s'attendre à voir effectivement le monde un petit peu évoluer, le monde économique évoluer ? Alors oui, effectivement, c'est un bon point. On voit vraiment que la pandémie et plutôt la fin de la pandémie a provoqué un certain nombre de changements de long terme, et notamment sur des tendances plutôt de globalisation, on parle maintenant de déglobalisation ou de moindre globalisation, qui vont avoir un impact non seulement sur la croissance, mais aussi
sur l'inflation. Et effectivement, comme Powell l'a mentionné, on peut s'attendre à une croissance qui sera peut-être un peu plus faible que ce qu'on a connu avant la pandémie, mais aussi à une inflation qui structurellement sera plus élevée que ce qu'on a connu avant la pandémie, liée à ces changements géopolitiques, mais aussi à ces changements liés à la globalisation. C'est justement ce que disait Christine Lagarde, c'est qu'il fallait oublier finalement les niveaux d'inflation pré-pandémie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si le pic d'inflation est proche, il faut s'attendre à une inflation élevée encore pendant plusieurs années avant de revenir sur les 2%? Oui, alors je dirais qu'en moyenne, on peut s'attendre à une inflation qui va être plus élevée que ce qu'on a connu avant la pandémie. Il faut se rappeler aussi qu'en Europe, en moyenne, on était à une inflation autour de 1%, 1,5%, et que maintenant, on sera peut-être à des régimes autour de 2%, 2,5%, voire plus. Alors en Europe, c'est aussi la transition énergétique qui va pousser un certain nombre de prix à la hausse ces prochaines années, mais effectivement, c'est un dilemme pour les banques centrales. En moyenne, on peut s'attendre à une inflation qui va rester plus élevée que ce qu'on a connu avant la pandémie. Alors l'inflation justement, on le disait donc en résumé complet de l'actualité boursière, donc elle est toujours élevée en France. On a eu le chiffre, donc 5,8% au mois de juin. On la voit légèrement reculer, mais très légèrement en Allemagne pour le mois de juin également. Alors on entend un certain nombre d'experts s'attendre à un pic d'inflation assez proche aux États-Unis. Est-ce qu'il en est de même en Europe, ou on aura un retard quand même par rapport à la situation américaine selon vous? Oui, alors c'est une bonne question. C'est vrai que les chiffres par pays vont un peu dans tous les sens. On a beaucoup de bruit dans les chiffres par pays, et vous le mentionniez, le cas de l'Allemagne. La baisse est essentiellement due aux aides du gouvernement qui mécaniquement font baisser le prix de l'énergie, mais aussi le prix dans les transports, le prix dans les transports. Mais c'est une baisse temporaire, hein. On devrait voir l'inflation allemande réaccélérer à partir du mois de septembre. Et on voit d'autres pays comme la France et l'Espagne, où là, on a vraiment non seulement l'énergie, mais aussi l'alimentaire et les services qui se renforcent au mois de juin. Maintenant, je dirais, pour l'eurozone dans son ensemble, on voit plutôt le pic d'inflation en fin du troisième trimestre, c'est-à-dire plutôt au mois de septembre que durant cet été. Donc un pic qui va être un peu décalé effectivement par rapport aux États-Unis, mais qui est essentiellement dû au renforcement des prix dans le secteur du tourisme, dans le secteur des services, avec le boom dans certains pays touristiques, mais aussi lié à l'énergie. Donc, si je comprends bien, bon, effectivement, on est en léger décalage, mais globalement sur une même temporalité. En fait, on attend l'été, on attend le boom finalement du secteur des services lié aux gens qui partiraient en vacances potentiellement cet été, et ensuite potentiellement on pourrait voir l'inflation se détendre. Voilà, exactement. Ce qu'on constate, en tout cas, si on regarde les sous-composantes, c'est vraiment des prix qui accélèrent dans l'hôtellerie, dans la restauration, qui sont liés effectivement à une forte demande post-Covid. Donc, ceci a des effets sur l'inflation au mois de mai, juin, juillet et août. Et on pourrait voir une certaine détente à partir du mois de septembre. À noter tout de même qu'on peut avoir un risque lié au prix du gaz et du pétrole si on a effectivement des problèmes sur l'approvisionnement du gaz russe, qui pourrait réalimenter une hausse des prix du gaz, notamment pour cet hiver. Donc voilà, on est tout de même dans une situation qui reste très fluide, mais en tout cas à ce stade, nous on s'attend à un pic au mois de septembre. Alors, une autre région du monde rentre également dans l'équation, hein, Nadia Garbi, c'est l'Asie et notamment la Chine. Alors, la Chine qui a un peu assoupli ses mesures de quarantaine vis-à-vis des étrangers qui entrent sur son territoire. On voit quand même une volonté du côté de la Chine d'une réouverture, alors progressive, hein, bien sûr, de son économie, et une volonté de relancer son économie. Est-ce que ça peut avoir un impact, selon vous, sur la croissance mondiale et justement venir contrebalancer ce risque récessif dont on parlait tout à l'heure? Oui, alors c'est vrai que c'est une bonne nouvelle de voir la Chine ouvrir à nouveau, et on voit d'ailleurs la plupart des indicateurs qui pointent vers une reprise progressive de l'économie chinoise, avec des PMI
qui était plutôt bon. C'est une bonne nouvelle en tout cas pour l'industrie en général. On sait que la fermeture chinoise a provoqué ou a renforcé des problèmes sur les chaînes d'approvisionnement. Donc c'est globalement une bonne nouvelle aussi pour l'inflation, où peut-être on aura un peu moins de pression de ce côté-là. Donc oui, je dirais que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, sur les risques de récession aux États-Unis et en Europe, ça devrait tout de même avoir un impact plutôt modéré, étant donné qu'aux États-Unis, le facteur principal de récession reste le resserrement des conditions financières, et en Europe, cela reste la perte de pouvoir d'achat liée à la forte hausse de l'inflation. Merci beaucoup Nadia Garbi de nous avoir accompagnés dans cet épisode de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes économiste chez Pictet Wealth Management, et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Bourse.